le monde et bienvenue dans ce live. On a survécu, on a réussi. Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas le contexte. Ça fait 1 heure que je me bats avec ma connexion. La connexion est toujours dégueulasse d'ailleurs. Vous allez avoir des petits problèmes durant le live. Non, le replay n'aura aucun problème parce que vous n'aurez aucun problème. Mais ça fait. Le live aurait pu commencer il y a facilement 3/4 d'heure. Facilement. Vous savez, pour faire les images pour les lives, là, les images que vous voyez là quand elles s'affichent, pour AEW, je suis plus ou moins obligé de prendre des screens du truc. Mais comme les 3/4 du temps, c'était une bouillie de pixels dégueulasse, bref, je suis un peu... On va se calmer. La meilleure façon de commencer un live. Donc je suis un peu agacé par ma connexion, mais... je suis également agacé par NXT parce que ça fait 2 semaines d'affilée qu'ils nous font un show de merde. Cette semaine, ils avaient une excuse, on va dire ça comme ça. Enfin, cette semaine, disons que bon, il y a eu des cas de Covid-19 au Capital Wrestling Center et du coup, ils avaient plein de catcheurs qui n'étaient pas disponibles pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, j'imagine que pour les circonstances qu'ils ont eues. Les circonstances qu'ils ont dû affronter, ils s'en sont relativement bien sortis. C'est le pire show de NXT depuis le début de l'année. Mais... Je garde espoir que c'est juste une mauvaise période. C'est juste parce que c'est WrestleMania et du coup, Vince McMahon fourre son nez dans NXT. C'est pour ça que c'est un peu de la merde en ce moment. Mais ça va revenir. Ça va revenir, c'est pas définitif. C'est pas un changement complet d'identité. On n'est pas en train de perdre NXT. On est juste en train de polluer un peu NXT avec des storylines à la roster principale. Comme par exemple... Finn Balor est sur le ring. Il dit « J'ai battu Kyle O'Reilly, j'ai battu Pete Dunne, j'ai battu Adam Cole, j'ai battu tout le monde. Il me reste qu'une seule personne à battre et c'est Karrion Kross. Et à Stand and Deliver, il aura l'opportunité de le faire. NXT TakeOver Stand and Deliver qui aura lieu dans quelques semaines. » Karrion Kross arrive avec Scarlett. J'ai écrit, ça fait bizarre de le voir faire une entrée normale. Ça retire énormément de sa mystique de le voir marcher vers le ring, genre, ouais, je suis Didier Cross et je suis pas bien content avec ce que tu viens de dire là. Et il dit qu'il est d'accord avec lui, qu'il faut qu'il s'affronte parce que le public de NXT a besoin de savoir lequel des deux est le vrai champion. Parce que Karrion Kross n'a jamais perdu. Il a gagné le titre de NXT, mais il a été blessé dans le match de championnat, du coup il a dû l'abandonner immédiatement, et il n'a jamais eu l'occasion de le défendre. Balor répond que tout le monde veut être champion tant que le vrai champion n'est pas dans la pièce, et qu'il n'a pas ce qu'il faut pour le battre. Karrion Kross lui promet qu'il va l'étouffer. Finn Balor lui dit que non, que c'est lui qui va s'étouffer parce qu'il est dans le main event. Scarlett dit Scarlett interrompt les deux pour dire qu'elle a vu ça dans les cartes. Elle a vu ça dans les cartes de tarot, elle a vu 2 champions... couverts d'or et que tout arrive pour une raison. Je me dis, 2 champions couverts d'or. Est-ce qu'ils vont... Sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'ils vont séparer la ceinture en 2? Est-ce qu'ils vont... Techniquement, il y en a un qui va gagner, mais l'autre sera encore champion. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ils sont interrompus par Danny Lorcan et... Danny Burch et Oney Lorcan, donc les champions par équipe actuels de NXT. Et je me suis dit, non, vous n'allez pas faire cette storyline complètement nulle à chier où le champion et son challenger deviennent champions par équipe. On est à NXT, bordel de merde. On vaut mieux que ça, non? Non, on vaut pas mieux que ça. On vaut même pire que ça. Parce que, donc, Oney Lorcan et Danny Burch arrivent en disant on est champion nous aussi. Et c'est Pete Dunne qui devrait être champion parce que il peut te battre et il deviendra champion tôt ou tard. J'ai envie de dire, les gars, Finn Balor a eu un match contre Pete Dunne. Il l'a gagné. Voilà. Scarlett répond à la place des deux gars en disant qu'il y a des moments qui mènent vers un futur inévitable et que là c'est le moment inévitable où ils vont finir par mettre leur titre en jeu contre Finn Balor et Karrion Kross. Danny Burch et Oney Lorcan répondent non, on va pas faire ça. Scarlett descend du ring, elle va se frotter un peu à eux et puis Danny Burch fait si on va faire ça parce qu'on n'est pas des lâches finalement. Mais le D pour dépit, quoi. D pour dégoûter aussi.
Danny Burch passe tellement pour un con. Pourquoi Finn Balor a accepté de faire équipe avec... Il n'y a rien qui... y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Si jamais vous avez de gros problèmes de connexion, n'hésitez pas à actualiser la page. Je vous le dis qu'une seule fois parce que, voilà, parce que ça va venir. Ma connexion est catastrophique en ce moment. Bon. Ensuite, on a eu le match Dexter Lumis contre Austin Theory. Vous avez une petite nouveauté. Vous avez la note du segment. Si jamais j'oublie de vous la donner, vous avez la note sur la miniature. Austin Theory parle à Johnny Gargano et Candice LeRae qui sont chez eux. Donc, il leur parle sur un iPad. Parce que il y a eu des cas de Covid. Et Gargano dit que c'est la dernière étape de sa thérapie. Austin Theory doit affronter Dexter Lumis seul. Et il y a un truc qui m'a semblé très curieux, c'est pourquoi est-ce que les commentateurs jouent à fond le jeu de Dexter Lumis. C'est-à-dire que la storyline, l'histoire, c'est Dexter Lumis a kidnappé Austin Theory. Mais vu qu'Austin Theory est à moitié con, ça lui a beaucoup plu, parce que pendant qu'il a été séquestré chez Dexter Lumis, il a mangé des céréales en regardant la télé, il était content. Pourquoi les commentateurs disent oh là là, mais ce Dexter Lumis, vraiment, il est incompris, il est... Et là, je commence à me dire, qu'est-ce que vous me racontez exactement? J'avais l'impression de comprendre une histoire, et puis là, je me rends compte que pas vraiment. C'est pas l'histoire qu'on était en train de me raconter. Au milieu du match, Dexter Lumis, Austin Theory est par terre, Dexter Lumis lui propose sa main pour l'aider à se relever. Il m'a dit, Dexter Lumis est vraiment sympa, c'est pas une blague. Austin Theory lui saute dans les bras en lui faisant un câlin. Je savais que t'étais gentil finalement. Qu'est-ce que je regarde? Dexter Lumis essaye de l'étrangler. Austin Theory contre avec sa prise de en essayant de porter sa prise de finition, en disant Johnny Gargano avait raison, j'aurais dû me méfier de toi. Puis après, Lumis lui a fait sa prise de finition, donc qui s'appelle le Silence. Je suis content de savoir qu'elle a un nom. Donc le silence, on va appeler ça le silence. Pour remporter le match. J'ai peur. J'ai peur. Je reconnais pas NXT. Et pourtant, l'histoire me semblait limpide et je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. Ensuite, on est en coulisses. Mackenzie Michelle se fait interrompre alors qu'elle était en train de parler d'un match qui aura lieu plus tard par Tommaso Ciampa, qui dit que Timothy Thatcher n'est pas là ce soir et qu'il pense que c'est parce que Imperium l'ont agressé et qu'il a une requête à demander à Mackenzie Michelle, c'est qu'elle aille voir les autres membres d'Imperium pour leur demander s'ils ont vu Alexander Wolf. Il dit que, à son avis, ils vont répondre non. J'imagine que ce qu'il sous-entend, c'est qu'il a déjà agressé Alexander Wolf et qu'à la fin de la soirée, il n'y aura qu'un seul homme debout. Bref, c'était très mal bité. Très mal bité comme segment. Mais globalement, ils essayent de... Je comprends pas pourquoi ils sont pas allés pour... On a eu des cas de Covid, tout le monde n'est pas là. Le match Ciampa et Thatcher contre Imperium est remplacé par le match Ciampa contre un des membres d'Imperium. Et Thatcher dit « Je dois affronter qu'un seul gars d'Imperium, mais je sais qu'ils seront deux. Je vais donc m'occuper du reste du groupe. » Utiliser la Covid-19, on sait que ça existe. On sait qu'il est possible qu'il y ait des cas. Dites, telle personne a été isolée. Je sais pas pourquoi ils essaient de construire des trucs hyper bancals qui font pas vrai, qui font... Vous pouvez mélanger un petit peu du vrai, de réalité avec le catch. C'est même mieux. Ensuite, on a Adam Cole qui est sur le ring, qui dit que la semaine dernière, Kyle O'Reilly a fait la pire erreur de sa vie en lui coûtant le match de championnat qu'il a eu contre Finn Balor la semaine dernière. Ça fait 2 fois que je dis la semaine dernière. Il dit qu'il quitte pas le ring tant que Kyle O'Reilly n'arrive pas. William Regal arrive et il dit que Kyle O'Reilly n'est pas là parce que Adam Cole a aggravé son problème de cou, le problème de cou que Kyle O'Reilly avait déjà, et que de toute façon, il sera pas là parce qu'il a été banni du Capitol Wrestling Center à cause de ce qu'il a fait la semaine dernière. D'accord, donc il est blessé, plus il est banni. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Kyle O'Reilly interrompt les deux, vraiment interrompt Regal au milieu d'une phrase en apparaissant sur l'écran géant, en menaçant Adam Cole, en lui disant qu'il ne pourra pas se cacher indéfiniment. Certes, là, il ne peut pas entrer dans le Capitol Wrestling Center, mais il va le retrouver et il va lui faire regretter d'avoir essayé de mettre fin à sa carrière. Bon, j'ai mis C- à ça. Ensuite, ça finit par devenir mieux. Il y a eu de bons éléments dans cet épisode de NXT, rassurez-vous.
Ça, c'en était pas un. Ensuite, on a... j'ai mis C-, mais j'ai écrit C- ici, mais j'ai oublié de changer ma note. C'est un C, c'est juste un C. On interroge Shotzi Blackheart et Ember Moon au sujet de leur victoire la semaine dernière contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Elle dit qu'elles sont très contentes. Elles sont interrompues par Aliyah et Jessie Kamea. Ces dernières les challenge pour un match de championnat la semaine prochaine. Elles acceptent et disent que le costume de Robert Stone est moche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de vivre d'être entré dans un univers alternatif où il n'y a pas un seul bon segment, c'est à NXT. Bref. Ensuite, on voit Jordan Devlin arriver au Capitol Wrestling Center. Jordan Devlin, donc pour un peu de contexte, parce que j'ai pas d'image de lui qui arrive au Capitol Wrestling Center, mais un peu de contexte. Jordan Devlin est le champion Cruiserweight. Il est devenu champion Cruiserweight début 2020, avant la pandémie, et du coup, il a été bloqué au Royaume-Uni pendant toute cette période, et ils ont fait un tournoi pour couronner un nouveau champion Cruiserweight. Du coup, les deux se revendiquent comme étant le vrai champion Cruiserweight. Là, Devlin est revenu aux États-Unis, histoire de régler les comptes. Le truc, c'est que, littéralement ce soir, Jordan Devlin a un match de championnat contre Trent Seven à NXT UK. Donc la branche britannique de NXT. Parce qu'en fait, le délire, c'est que NXT UK est filmé en avance. Il filme plusieurs épisodes pendant quelques jours, et puis après, il les diffuse pendant plusieurs mois. J'avais très hâte de voir ce match, Jordan Devlin contre Trent Seven. Je m'étais dit, ils vont d'abord régler le problème entre Santos Escobar et Jordan Devlin, et après, Jordan Devlin va s'occuper de Trent Seven. Bon, bah c'est pas dans ce sens-là que ça va se passer, puis je pense que je sais qui va gagner ce soir, alors. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ensuite, on a eu un match Legado del Fantasma contre Breezango. J'ai écrit, ça fait du bien de revoir Breezango, ça a été un match un peu compétitif, mais en fin de compte, Legado del Fantasma a gagné. J'ai mis C+, parce que c'est vraiment un match qui était juste là. Le truc intéressant, c'est après Santos Escobar, donc le patron, on va dire ça, le patron de Legado del Fantasma, demande au commentateur où est Jordan Devlin. Jordan Devlin arrive, il dit qu'il est le vrai champion Cruiserweight, que Mr. Santos peut bien jeter sa réplique du titre Cruiserweight aux ordures, qu'il a plus besoin de meubler pendant son absence, le vrai champion est de retour. J'ai beaucoup aimé la promo de Jordan Devlin. Ilescobar dit qu'il n'a pas meublé, il a redéfini ce que ça voulait dire que d'être un luchador, que Devlin est encore champion parce que tout le monde a oublié qu'il était champion. Merci pour ceux qui regardent NXT UK, hein, parce que moi j'avais pas oublié, parce que je regarde votre programme, les enfants. Il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, c'est vrai, mais il y en a. Ce serait bien qu'ils se sentent pas insultés quand ils regardent le reste. Bref. Devlin lui colle un coup de boule et un surprise de finition, le Devlin Side. J'ai quand même hâte de voir ce match, du coup. C'est dommage parce que j'avais plus hâte de voir Jordan Devlin contre Trent Seven, mais du coup, bah, ils ont gâché le match, quoi. Ils ont gâché Enfin, le match sera bien, mais je sais déjà qui a gagné, donc littéralement qui a gagné. J'ai regardé le match ce soir pour savoir qui a gagné. Ensuite, on voit Adam Cole qui dit qu'il va quitter le bâtiment, mais que s'il croise Kyle O'Reilly, il lui pète la gueule. Hein, très globalement, ça se passe comme ça. Ensuite, on nous montre une... Ah, j'ai pas pris d'image de ça. On nous montre une vidéo qui annonce une nouvelle recrue à NXT qui s'appelle Sarei, qui est une catcheuse japonaise et qui est surnommée la guerrière du soleil, The Warrior of the Sun, j'imagine. J'ai écrit la guerrière du soleil. Voilà. Bon, c'était cool. Ce match-là était extrêmement cool. J'ai eu très peur. Quand ils ont annoncé Zoe Stark contre Dakota Kai, je me suis dit... Pauvre Dakota Kai, parce que j'étais sûr que Zoe Stark allait gagner. Zoe Stark, c'est la nouvelle venue, qui enchaîne les victoires, qui montre à quel point elle est bonne, c'est-à-dire qu'elle a perdu contre la championne, mais ensuite elle a gagné contre une jobbeuse. Là, ils vont la faire affronter des catcheuses du mid-card pour qu'elle s'élève. Et je me suis dit, ils ont refoutu Dakota Kai à la place où elle était avant, c'est-à-dire, tiens, fais-toi battre par des nouveaux venus pour qu'on montre qu'ils sont bons. Donc évidemment pendant tout le match je m'étais dit ouais mais quand même cette Zoe Stark elle est très très cool, c'est vraiment moche pour Dakota Kai mais cette Zoe Stark elle est vraiment très très cool, d'autant que elle a un moveset, elle a un style très je dirais c'est pas polyvalent le mot que je cherche, c'est pas hétéroclite non plus, c'est versatile, voilà.
C'est-à-dire qu'elle elle est très puissante, elle peut faire des trucs de powerhouse sans aucun problème, mais elle est aussi très agile, donc ça c'est vraiment cool. Mais en plus, le corps de son moveset, ce sont des coups. Donc c'est à la fois une striker, une powerhouse et une high flyer, on va dire. Elle a un catch qui est très agréable à regarder. J'aime beaucoup Zoe Stark sur le ring. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment de personnage. J'ai hâte qu'elle ait un personnage parce que elle est cool. Elle est vraiment cool. Et pour couronner le tout, c'est Dakota Kai qui a gagné. Clean. Avec un go-to-kick. Chouette. Parce que Zoe Stark a été... c'est l'utilisation qui devait faire du truc. C'est-à-dire que Zoe Stark a été protégée en étant vraiment excellente, mais Dakota Kai a été protégée en gagnant un match. Et Dakota Kai a besoin de gagner des matchs parce qu'elle fait vraiment... Elle faisait déjà un peu la petite sœur de Raquel Gonzalez, c'est-à-dire que Raquel Gonzalez est très bien, puis il y a Dakota Kai. Là que Dakota Kai et Raquel Gonzalez ont perdu 2 matchs d'affilée, Dakota Kai faisait vraiment... c'est l'élément pas important de celles qui perdent. Donc là, qu'elle gagne en solo, c'est bien. Il fallait ça. Et en plus, le match était vraiment très cool. Si vous avez l'occasion, je vous invite à aller regarder le match. Je crois que c'est le meilleur match de la soirée à NXT. Ouais, je crois que c'est le meilleur match de la soirée à NXT. Hey, les 2 meilleurs matchs de la soirée ont été des matchs féminins, disons. Dans les 2 émissions. Io Shirai, la championne de NXT, arrive après le match avec un contrat. Dakota Kai se met entre elle et Raquel Gonzalez, genre si tu veux affronter ma copine, tu vas d'abord me passer sur le corps. Io Shirai la regarde et la contourne. Genre, rien à foutre. Elle plaque le contrat sur Raquel Gonzalez en lui disant qu'elle veut l'affronter, qu'elle veut que Gonzalez soit la prochaine à l'affronter. Extrêmement cool. Extrêmement cool. J'ai mis un B à ce petit segment-là parce que Io Shirai est vraiment une championne, quoi, une vraie championne. C'est-à-dire qu'elle dit, toi, je veux... En plus, ça met vachement Raquel Gonzalez en avant. Tout fonctionne très très bien, là. Je vous avais dit qu'il y avait des trucs positifs. Ensuite, Mackenzie Michel interview William Regal quand quelqu'un vient lui dire « Excusez-moi, ils ont fait des conneries encore, faut que vous veuillez voir ça !» Voilà. Ensuite, les Grizzled Young Veterans sont dans une chambre d'hôtel et font une promo. J'ai écrit « La tête de James Drake me semble bizarre ». James Drake, c'est celui de droite. Il a les pupilles dilatées de chez Dilaté. Et en plus, William Gibson, l'autre... Non, c'est Zach Gibson. L'autre donne l'impression de lire un texte qui est juste à côté de la caméra. Je sais pas si c'est ça, ou je sais pas s'il a un léger strabisme. Je sais pas, mais ils ont... Bref, le contenu de la promo, c'est MSK, vous avez fait une connerie de nous agresser la semaine dernière, vous allez pas aimer ce qu'on va vous faire la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin, vous allez pas aimer ce qui va vous arriver dans la gueule. Bon, j'ai mis un C à ce segment. Ensuite, on a le match Tommaso Ciampa contre Marcel Barthel. Avant le match, Ciampa attaque Fabian Eichner, donc l'autre membre de l'équipe de Imperium, avec une chaise. Je regarde mes notes vite fait pour savoir ce qui se passe. Mais globalement, Ciampa gagne très vite, quoi. Ciampa domine la majeure partie du match et il finit par gagner avec le Willow's Bell. J'ai mis un B- au match parce que ça fait du bien de revoir Ciampa un peu à comment dirais-je, à la vitesse supérieure, quoi. J'ai eu l'impression de retrouver un peu de Ciampa, et ça c'est cool. D'autant que Fabian Eichner est revenu un peu dans le match après, genre et tu me tapes pas avec une chaise, ta gueule. Donc voilà, j'ai mis un B- à ce match-là. Mais après le match, j'ai pas crié, mais j'étais après le match. C'est pas la musique de... Je sais même plus si la musique de Ciampa retentit. Elle doit retentir, mais elle s'arrête. Et on a la musique d'Imperium, qui est la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Donc, voilà. Bref, la musique d'Imperium. Et là, je me dis, non, c'est lui, il est là. Les lumières s'éteignent et t'as juste l'écran du fond qui s'allume et on voit la silhouette de Walter. Oh j'étais content. J'étais content et un tout petit peu frustré parce que les commentateurs,
C'est Walter, bordel de merde. Vendez-le nous. C'est génial, Walter et NXT. Oui, on va avoir Walter contre Ciampa. C'est trop cool. Et les commentateurs? Ah oui, ça c'est Walter, il était champion pendant, oulalalala, 720 jours. Mais ta gueule, c'est Walter, bordel de merde, sois un peu enthousiaste. Bref. Walter monte sur les abords du ring, il fait signe à Eichner et Bartel qui essayent d'attaquer Tommaso Ciampa. Ciampa le voit venir, il maîtrise il maîtrise Bartel, il maîtrise Eichner, il se retourne, il se prend le back-end chop de tous les back-end chops, parce que c'est Walter, qui ensuite, histoire de faire bonne mesure, lui fait un powerbomb. J'adore les powerbombs de Walter, parce qu'à chaque fois qu'il se lève quelqu'un, il dit « Ah là 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 !» Et voilà. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Et j'ai mis un A à ce segment-là, parce que Walter à NXT, quoi. Et en plus, on va avoir Walter contre Ciampa. Oh oh, oh, quel plaisir. J'ai été très sage cette année, semble-t-il. Alors ensuite... On est dans la rue, des policiers, j'imagine que c'est des policiers parce qu'ils mettent Kyle O'Reilly menotté dans une voiture, donc on va dire que c'est des policiers, je suis pas sûr qu'ils avaient un costume de policier, pour moi c'était quelqu'un qui faisait une mauvaise blague à Kyle O'Reilly. Mettent Kyle O'Reilly dans une voiture, et on voit Adam Cole plus loin disant oh, tu vas me le payer, il dit plein de gros mots parce qu'il y a plein de bips, et globalement il explique à William Regal qui arrive que Kyle O'Reilly a essayé de le renverser avec une bagnole. Et je me dis, c'est une façon comme une autre de construire une histoire avec avec de la distanciation sociale. C'est efficace. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ensuite, on voit LA Knight qui j'ai écrit, Bronson Reed fait preuve de plus de charisme en ouvrant une porte derrière lui. LA Knight, je ne peux physiquement pas m'investir dans son personnage. Dès qu'il est là, j'ai envie de regarder autre chose. J'ai envie de... Tu sais, je me dis, tiens, j'avancerai bien ma parenthèse pendant ce segment-là. Donc il dit que c'est une méga star, si tu veux. Et ensuite, et la frustration, quoi. LA Knight a un match contre Auguste Grey. Ça fait chier, parce que je suis 205 Live, dans le verbe suivre. Je suis 205 Live, et moi, je m'investis dans ces gars-là, les gars comme Auguste Grey, qui ont des matchs littéralement toutes les semaines à 205 Live. J'ai pas envie qu'ils se fassent humilier par le mid-card de NXT, ça me saoule, ça m'a saoulé. D'autant que LA Knight est à chier, et en plus, le seul truc un petit peu... Enfin, à chier, non, il est pas à chier, c'est pas vrai, c'est un bon catcheur. Je me suis même dit, bon, au moins, il est bon sur le ring. C'est-à-dire que au micro, il m'a pas convaincu une seconde, mais il est bon sur le ring. Mais le seul spot intéressant du match a été quand Bronson Reed est arrivé avec la veste de LA Knight. Il a fait semblant de l'enfiler, évidemment, elle est trop petite pour lui, et du coup, il l'a craqué comme ça. Auguste Grey a essayé d'en profiter pour faire un petit paquet, mais ça n'a pas fonctionné. C'est LA Knight qui a remporté le match. C'est moins. Voilà. Ensuite, on va en coulisses pour retrouver Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Gonzalez dit que si elle signe le contrat que lui a donné Yoshirai, son règne est terminé. Le règne de Yoshirai est terminé. Dakota Kai arrive et dit que la semaine prochaine, il faudrait qu'elles affrontent Yoshirai et Zoe Stark. Raquel Gonzalez ne comprend pas. Elle dit, attends, si je veux battre Yoshirai, j'ai juste à signer un contrat. Et Dakota Kai dit, oui, mais c'est important pour moi, c'est important pour nous, en tant qu'équipe, on a 2 défaites dans la gueule. Il faut qu'on leur rappelle qui c'est qui domine. Et je me dis, c'est bien qu'ils fassent attention à ce genre de détails. Avant ça, il montre une vidéo promotionnelle pour le match de Trent Seven contre Jordan Devlin ce soir à NXT UK. Le match que vous êtes fait spoiler, n'oubliez pas de le regarder, hein. On y pensera. On a une vidéo de Xiali qui dit que la résistance ne sera pas tolérée et que les obstacles seront éliminés. Bref, Xiali est toujours cool, ça c'est bien. On a William Regal qui dit, bon, Adam Cole et Kyle O'Reilly, on contrôle plus rien. Donc la semaine prochaine, je vais leur demander de venir sur le ring parce que rien ne les empêchera de se détruire mutuellement. Donc autant qu'ils le fassent dans un match. Et enfin, nous avons le main event de la tristesse absolue.
Karrion Kross et Finn Balor contre Oney Lorcan et Danny Burch pour les titres par équipe de NXT. J'en reviens pas que ce soit pour les titres par équipe. Il n'y avait aucune issue. En plus, Karrion Kross et Finn Balor ont eu leur entrée, pas Oney Lorcan et Danny Burch. C'est les champions, bordel de merde, un peu de prestige dans vos titres, quoi. Ça fait des semaines qu'on les voit plus, ça fait des semaines qu'ils sont au mieux, c'est les majordomes de Pete Dunne. Un peu de respect, quoi, un peu de prestige. Bon, l'histoire du match, c'est Karrion Kross défonce Oney Lorcan et Danny Burch. Dès que c'est Finn Balor, c'est beaucoup plus difficile. Au milieu du match, Danny Burch se blesse pour de vrai. Donc Oney Lorcan se retrouve à devoir défendre les ceintures par équipe seul contre Finn Balor et Karrion Kross. Ok. Et le truc, pendant le match, Finn Balor, que vous voyez par terre là, vient de faire un dropkick dans Oney Lorcan qui est tombé dans Scarlett. Et derrière, Karrion Kross l'a vu. Karrion Kross va donc donner la plus belle preuve d'amour que tu peux donner à quelqu'un. Il va tuer absolument tout le monde. D'abord, il va prendre Finn Balor et il va le jeter contre les barricades. Et après, il va le jeter sur le ring. Oney Lorcan va en profiter pour coller un uppercut, faire le tomber et gagner. Oney Lorcan vient de faire le tomber sur le champion de NXT. Oney Lorcan devrait être le prochain aspirant numéro 1 au titre. Bref, l'énorme tristesse. En plus, Oney Lorcan a gagné pratiquement seul. Danny Burch s'est blessé relativement tôt. Mais il n'a pas le temps de célébrer sa victoire parce qu'après, Karrion Kross lui colle 2 Saito suplex sur la gueule et il continue de faire des Saito suplex à peu près tout le monde. Il étrangle Finn Balor. Scarlett arrive pour lui dire non, arrête, c'est bon, c'est pas grave, il m'a pas fait mal. Et Karrion Kross arrête la prise d'étranglement avant de changer d'avis et de mettre un coup d'avant-bras dans la nuque de Finn Balor. Et après quoi, ils mettent la ceinture de champion de NXT sur Finn Balor. Et Scarlett se frotte sur Finn Balor en lui disant que tout arrive pour une raison et qu'on n'échappe pas au destin. Le B-, c'est que vraiment, ils ont très très bien protégé Karrion Kross. Ils ont humilié tous les autres, mais Karrion Kross est très bien protégé. J'ai très envie de voir le match Karrion Kross contre Finn Balor et je pense que c'était l'objectif principal. Donc, ça fonctionne. Mais Lorcan et Burch pourraient pas être moins importants. Oney Lorcan a volé une victoire. Finn Balor s'est vraiment fait humilier, quoi. C'est-à-dire qu'il a perdu pratiquement contre Oney Lorcan seul. Certes, il s'est fait agresser. Vous voyez, ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Bref. J'ai mis un B- à ce match-là, mais en tout, NXT a un D, donc je vous ai dit, pire épisode de NXT depuis le début de l'année. Onge DP me dit bonjour Lynx, ça spoil le résultat, note de la rédaction, titre Cruiserweight. Oui! NB Albinos me dit salut Lynx, dans un futur plus ou moins long, imagines-tu Walter intégrer l'un des rosters principaux et si oui, peut-il performer? Merci pour ton travail. Non! Je pense que Walter ne veut même pas intégrer NXT. Je pense que Walter est très bien à NXT UK et que si un jour on lui dit faudrait que tu bouges, il va dire d'accord, je bouge. Au revoir. Bert Alvarez dit hola Lynx, comment est-ce? Déjà, merci pour tes lives, j'aime beaucoup ta vision du catch. Je trouve que ça fait un vrai bol d'air frais au milieu de tous les smarts qui suranalysent tout. Toi, t'analyses pas trop, c'est bien. Pour l'utilisation de la Covid dans les storylines, apparemment, les Américains détestent qu'un programme de divertissement, donc qui est là pour faire oublier les problèmes de la vraie vie, parle de Covid. Donc WWE et AEW sont pas hyper chauds à l'utiliser. Devlin et Walter à NXT. Oui, ça se défend. Ça se défend. C'est un peu dommage parce que c'est un programme qui est ancré dans la réalité, mais ça se défend. Van Paulus dit bonjour Link, j'espère que tu vas bien. Le point positif de cet épisode, c'est que l'on se dirige vers un Ciampa Walter en PPV. Oui, c'est vraiment dommage. Et ça sera incroyable. Penses-tu... Ah non, c'est positif, pardon, excuse-moi. Penses-tu que Walter va définitivement s'installer sur NXT ou que peut-il faire de plus à NXT UK, le record de Pete Dunne étant enfin dépassé? Continuer d'établir le nouveau record. Il n'ira pas à NXT. Dark Angel 1300 me dit salut Lynx, globalement je suis du même avis que toi sur ce show depuis quelques semaines, NXT perd en attractivité, pas quelques semaines, 2 semaines. Que c'est dur de dire ça bordel, Smiley qui pleure un torrent de larmes. Heureusement que Walter arrive et je me hype tout seul d'un futur cross contre Walter pour le titre de NXT. Non, Walter va pas rester, je pense vraiment que Walter va pas rester. Je pense qu'il y a pratiquement aucune chance pour que Walter reste à NXT.
Voilà pour vos questions concernant NXT. On va passer à... Boom! Let's go! Ignite, elements collide in a flash of light. Can you hear the boom? That means it's time. Light the fuse. Bring the booms. Dynamite. Ça a commencé avec Cody contre Penta. Oui, c'était un bon match, oui. C'est exactement comme les gens qui parlent du Joker en disant, du film Joker en disant qu'est-ce qui joue bien, Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix. Oui, oui, il joue bien. Oui. Mais au bout d'un moment, donc le match était bien. J'ai mis un C+. C'est tout l'enjeu du match était que Penta s'en prenait au bras de Cody et voilà. Et Cody a gagné en faisant un roll-up. J'ai écrit, oui, il fait un Hurricane Rana du haut du coin, oui, Penta se sort d'un Cody Cutter, oui, Cody fait un Canadian Destroyer. Tu sais qui d'autre fait des Canadian Destroyer? Tous les autres. C'était un bon match, c'était littéralement ça, un bon match. Après le match, et là ça devient intéressant, un peu. Penta continue d'agresser Cody, mais Arn Anderson, Dustin Rhodes et le Gun Club. Donc Arn Anderson, c'est le gros monsieur c'est une légende du catch, je devrais pas juste l'appeler gros monsieur, mais voilà, pour vous le distinguer. C'est le gros monsieur avec un survêt bleu. Dustin Rhodes, c'est celui qui est tout à gauche, c'est le frère de Cody. Le Gun Club, c'est les deux gars en vert. Ils sont 3, je crois. Bref. Normalement, ils sont 3, sur l'image, ils sont peut-être 2, bref. Ils arrivent. Ils interviennent pour arrêter Penta, El Zero Miedo et pour aider Cody. Et j'ai écrit Arn Anderson a mis un moment à s'impliquer. Je me demande si ça indique un des heel turns d'Arn Anderson. Jusqu'à ce que, entre ça et le fait qu'il ait salué Tully Blanchard il y a 2 semaines quand il a officialisé la faction entre FTR et Shawn Spears et lui. Jusqu'à ce que Cutie Marshall arrive nettement plus tard et que tout le monde engueule Cutie Marshall, genre parce qu'ils font tous partie de la Nightmare Family, n'est-ce pas? Cutie Marshall en lui disant mais t'étais où? C'est maintenant que t'arrives, est-ce que c'est bien normal? Parce que Cutie Marshall, ça fait 2 semaines qu'il s'éloigne de la Nightmare Family, qu'il les trahit directement ou indirectement. Mon commentaire, c'est j'espère qu'ils ont encore plus engueulé Lee Johnson et Nick Komoroto, qui font également partie de la Nightmare Family et qui eux sont même pas venus. Il y a beaucoup trop de monde dans la Nightmare Family, c'est une faction qui ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que j'ai mis un B-. C'est parce que, d'une part, Cutie Marshall, je m'en fous un petit peu, si je dois être tout à fait honnête. Et d'autre part, il y a tellement de monde dans la Nightmare Family que c'est très difficile d'être investi. Je veux dire, le Gun Club, on le voit pratiquement jamais. Je peux pas être investi dans des personnages que je vois pas. Et t'as qu'à regarder AEW Dark. AEW Dark, ça dure 2 heures et c'est des catcheurs qui sont signés contre des catcheurs qui sont pas signés, c'est ceux qui sont signés qui gagnent. J'ai pas envie de me faire chier pendant 2 heures non plus pour être un petit peu investi. En plus, je serais même pas investi parce que... Bref. Donc voilà, pour ça que j'ai mis à moi. Ensuite, par contre, on a eu un segment très intéressant. Les Bucks... Les Bucks parlent de Rey Fenix, parce que Rey Fenix et Pac sont les prochains aspirants numéro 1 à leur titre par équipe de AEW. Et les Bucks disent que Fenix les a certes battus individuellement en solo chacun, mais que ça vaut de la couille parce qu'ils sont champions par équipe et qu'il faut les battre en équipe. Don Callis arrive avec un t-shirt en disant oui, vu que votre père est à l'hôpital, je me suis dit que ça lui ferait plaisir d'avoir un t-shirt. Un peu de contexte pour le t-shirt, pour ce qui est écrit sur le t-shirt. La WWE, enfin Vince McMahon, a fait afficher sur les murs des vestiaires qu'il fallait pas qu'ils se claquent la jambe quand ils font un coup de pied. Pour ceux qui savent pas, c'est un des vieux trucs du catch, c'est pour que ton pied donne l'impression de faire un vrai bruit. Tu claques ta cuisse ou tu claques enfin, tu vois, tu claques ton bras, au lieu de mettre un coup de poing, tu fais ça, hop là, tu donnes l'impression d'avoir mis ça fait mal. Tu donnes l'impression d'avoir mis un vrai coup de poing. Alors, si j'ai bien suivi ce qui s'est passé, il y a un catcheur qui l'a fait, mais c'était vraiment trop évident. Du coup, Vince l'a vu et du coup, Vince a dit non, personne le fait maintenant. Ce qui est aberrant, parce que tout le monde le fait depuis toujours. Fais pas chier, quoi. Pourquoi tu veux interdire ça?
Et du coup, voilà, c'est ça la vanne. Surtout que les Young Bucks font beaucoup de super kicks. Le super kick, c'est la prise pendant laquelle tu fais un thigh slap. Donc voilà, c'était rigolo. Mais surtout, Don Callis leur dit qu'il les reconnaît pas. Qu'il reconnaît pas les Young Bucks qu'il a connus à New Japan à l'époque, qu'ils ont changé, parce que les Young Bucks lui reprochaient d'avoir fait changer Kenny Omega, et il dit oui, je l'ai changé. Oui, j'en ai fait un dieu du catch. Vous, par contre, vous avez changé, mais pas en mieux. Lui est passé de ça à ça, vous êtes encore là. Et il leur a dit qu'ils pensent pas qu'ils reconnaissent les Young Bucks de New Japan quand ils se regardent dans le miroir. J'ai beaucoup aimé cette promo-là. J'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je lui ai mis un B. C'est parce que ça introduit vraiment un élément de suspense dans cette histoire. Bonjour chérie. Ensuite, on a eu le match Jade Cargill contre... Bah mince, pourquoi j'ai pas d'image de ça? Oh, bon, bah de toute façon on s'en fout. J'ai eu un C à celui-là. Match Jade Cargill contre Jenny Jordan. Jade Cargill a gagné en moins de 3 minutes, je crois. Et après le match, Jade Cargill a été provoqué Red Velvet dans le public parce que c'est là qu'on trouve la division féminine de AEW dans le public. Je suis très mauvaise langue parce que cet épisode a fait beaucoup de bien à la division féminine. On va y arriver. Ensuite, ça sert à rien de dire bonjour à Camille sur le chat. Elle ne suit pas le live, mais c'est très poli de votre part. Merci beaucoup. Ensuite, petite déception, je vous cache pas que petite déception. Donc la faction de MJF qui a été révélée la semaine dernière arrive sur le ring. D'abord c'est Tully Blanchard qui prend la parole, qui dit que il a commencé sa carrière avec une des meilleures factions du catch et que il finit sa carrière dans l'une des meilleures factions du catch. C'est un peu cool. Et ensuite MJF les a présentés un par un. Il a dit qu'il s'appelait le Pinacle, que je vais pas appeler The Pinnacle parce que le Pinacle est un mot français. Et un très beau mot français d'ailleurs, donc le Pinacle, qui veut dire exactement la même chose. Donc pour le coup, il n'y a vraiment aucune raison de pas le prononcer comme ça. Rétribution, je les appelle Rétribution, je les appelle pas Retribution. Donc voilà, le Pinacle. En plus, c'est un joli mot. Je l'ai déjà dit. Donc MJF dit oui, voilà, celui tout à gauche, c'est Wardlow. Wardlow, c'est les muscles. Ensuite, il y a FTR, c'est l'équipe, ils sont vraiment très très bons. Ensuite, il y a Tully Blanchard, il est vieux, il va nous donner des conseils. Et puis ensuite, il y a Sean Spears, c'est vraiment un très très bon technicien. Et puis enfin, il y a moi, et puis moi, je suis excellent. Et il dit qu'ils prendront ce qu'ils veulent quand ils veulent, et que là, ce qu'ils veulent, c'est la loge de l'Inner Circle. J'ai mis B-, j'ai hésité avec un C+, parce que c'est vraiment... il s'est pas passé grand-chose dans cette promo. J'ai fini par aller sur B-, parce que MJF est vraiment excellent au micro, c'est-à-dire qu'il est... quand il parle, tu l'écoutes, quoi. Mais... Bon, ils ont nommé la faction, mais ça n'a pas accompli grand-chose, quoi. Ça n'a pas... C'était un peu en deçà de mes attentes, quoi. Par rapport à l'énorme segment qui a conclu Dynamite la semaine dernière, là j'ai trouvé que c'était un peu juste là, quoi. Ensuite, on a eu un match Hardy Empire contre le Jurassic Express et Bear Country. J'ai mis un C+. Non, j'ai mis un B-. Oh, j'ai mis un B-. Bah, dis donc, je suis... Oui, parce qu'on a beaucoup vu le Luchasaurus et que j'aime beaucoup le Luchasaurus. Mais sinon, c'était un match... Matt Hardy a présenté sa faction la semaine dernière. Sa faction a un match cette semaine. Sa faction gagne le match cette semaine. Entre autres parce qu'il y avait des problèmes de communication entre Jurassic Express et Bear Country, parce que Bear Country utilisait Marco Stunt comme une arme. Ils ont pris Marco Stunt pour... Alors Marco Stunt, c'est celui qui est tout devant, c'est le petit qui est tout devant. Ils l'ont pris pour le jeter sur leurs adversaires. Faut pas jeter les gens sans leur consentement, c'est pas bien. Il y a un autre moment où Bear Country, un des deux gars de Bear Country a pris un adversaire sur son épaule, mais en faisant ça, les pieds du gars sont rentrés en contact avec le faciès de Jungle Boy. Du coup, là, il y avait des petites erreurs de communication comme ça qui font que ça a été difficile pour eux de cohabiter. Et Matt Hardy a fini par gagner le match pour son équipe en faisant le tomber sur Marco Stunt, en s'attribuant vraiment le tomber. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre avait fait la prise de finition sur Marco Stunt. Matt Hardy s'est invité dans le match pour faire le tomber, pour pouvoir dire qu'effectivement c'est lui qui a gagné le match. Bref. Je suis surpris d'avoir mis un B-, parce que dans ma tête c'est vraiment plus un C+, mais bon. B-, C+, c'est un point près, c'est pratiquement la même chose. Ensuite, on a une promo de John Moxley et Eddie Kingston qui se foutent de la gueule de Gallows et Anderson, qui lui disent qu'ils sont pas à Impact ici ni à New Japan, ils sont ici chez eux. Parce que Moxley et Kingston affrontent les Good Brothers, Doug Gallows et Carl Anderson ce soir.
Et j'ai écrit le contenu de la promo est pas si important, c'est le ton qui est vraiment cool. Parce que, franchement, c'est ce qui démarque AEW de tout le reste. C'est ce qui fait que si je devais ne suivre qu'un seul programme, ce serait AEW. Le bruit que vous avez entendu, c'est OBS qui a arrêté de fonctionner, mais ça continue d'enregistrer, donc je vais continuer pour les gens qui regardent le replay. Ce qui fait que AEW se démarque vraiment du reste du reste de ce que je regarde en termes de catch, c'est que tu as vraiment l'impression que d'une part ils sont libres, de deux parts ils s'amusent, et de trois parts tout peut arriver. De trois parts, là par exemple, Moxley et Eddie Kingston ont évoqué le Bullet Club en hésitant, en se demandant, attends, on a le droit d'évoquer le Bullet Club? Je sais pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la Forbidden Door, tout ça. Et ça, c'est des trucs que même à NXT, t'auras jamais. Des moments comme ça où tu te dis, mais c'est vrai, ça, est-ce qu'ils peuvent le dire, ça? Est-ce qu'ils ont le droit de citer une équipe qui est pas signée chez eux? Des trucs comme ça vous êtes 267, qu'est-ce qui se passe? Ok, bah c'est cool. Merci à vous. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pratiquement un record, 267. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup avec ce segment-là, c'est que t'as l'impression que Jon Moxley et Eddie Kingston sont très libres et s'amusent vraiment avec cette liberté. Je trouve ça vraiment très cool de la part de AEW. Ensuite, on a... oh là là, ça c'était à chier. Dasha Fuentes qui interview Christian Cage. Alors, la semaine dernière, je vous ai évoqué mon problème avec Christian Cage, qui est que apparemment il s'est directement dirigé vers le titre mondial, ce qui est une énorme erreur d'après moi. C'est un truc qui est vraiment digne de la WWE en termes d'erreur, c'est-à-dire Goldberg revient, tiens Drew McIntyre, t'as une ceinture, donne-la-moi, ton pantalon va tomber, je m'en fous, pas une ceinture, un titre, bref. Donc là, Christian Cage, il commence en disant que, où qu'il soit, il aide les jeunes catcheurs à s'élever vers le niveau supérieur. Et qu'il a entendu qu'il y a des gens qui avaient peur qu'ils prennent la place de jeunes catcheurs. Je vois que Flash Night 1 a offert 1 mois d'abonnement à Antoine Daniel Live. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il va passer vraiment beaucoup de temps sur ma chaîne. Comment dirais-je, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, Christian Cage. Mais il dit qu'il faut pas qu'il s'inquiète pour ça. Il est pas là pour prendre la vedette de qui que ce soit. Il y a qu'une seule place qui l'intéresse à AEW, c'est la place de champion du monde. Je suis hyper rassuré du coup. C'est merci de me rassurer sur le fait que le seul truc que je redoute, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est une façon modérément efficace de rassurer quelqu'un, mais c'est ce que c'est. Ensuite, nous avons eu le match, le fameux match Jon Moxley et Eddie Kingston contre les Good Brothers. Honnêtement, honnêtement, c'était un bon match. C'était un bon match. Le truc, c'est que les Good Brothers ont agressé Moxley et Kingston avant le match, et du coup, toute l'histoire, ça a été que Moxley et Kingston essayaient de revenir, mais à chaque fois, les Good Brothers les dominaient, mais les dominaient de pas grand-chose. C'est-à-dire que Moxley et Kingston étaient toujours sur le point de revenir, mais ils avaient du mal, ils n'y arrivaient pas. Et à la fin du match, Moxley a gagné avec un roll-up, avec un inside cradle, pardon, avec un tombé surprise, quoi. C'est vraiment ça, il a pris l'un des deux par surprise pour voler la victoire. Écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Le match était fun, quoi. Le match était fun, puis ça fait, c'est sympa de voir Jon Moxley catcher avec Eddie Kingston. Par contre, ensuite, on a eu un angle vraiment très, très, très sympa. Après le match, les Good Brothers continuent évidemment de péter la gueule de Jon Moxley. Kenny Omega arrive avec Don Tabernacle. Ah, il n'y a pas écrit son nom parce qu'il s'appelle Don Callis, c'est pour ça que je fais des blagues. Avec Don Callis et avec une chaise. Kenny Omega prend vachement son temps pour se moquer de Jon Moxley, ce qui fait que lui se fait agresser par Eddie Kingston, mais évidemment Eddie Kingston est à 1 contre 3, donc ça fonctionne pas très bien. Alors il se fait démonter et il se prend un Magic Killer des Good Brothers, et après ça il coince la jambe de Kingston dans une chaise et saute du coin sur la chaise, ce qui évidemment coince la jambe de Kingston, voilà, coince la jambe de Kingston dans la chaise, et du coup ça fait très mal. Je sais pas où je voulais aller avec cette phrase. J'ai commencé par un... Et donc, du coup, il fallait que je finisse. Et j'avais rien à finir. Et ensuite, ils veulent s'en prendre à Jon Moxley. Ils coincent la tête de Jon Moxley dans la chaise, comme ils ont fait avec la jambe, mais avec la tête. Aïe. Mais les Young Bucks interviennent pour les en empêcher. L'histoire, c'est que les Young Bucks
Traditionnellement, ils sont avec Kenny Omega, mais là en ce moment, ils ont du mal à être avec lui parce qu'ils trouvent qu'il se comporte comme un connard. Mais là, la question c'était, est-ce que les Young Bucks vont se rallier à Kenny Omega? Est-ce que les Young Bucks vont se rallier à la Super Elite, qui est le nom de ce groupe-là? Et les Young Bucks décident de quitter le ring. Les Young Bucks décident de trahir Kenny Omega. Excusez-moi, je souris, je rigole parce que Flash Night 1 vient d'offrir un mois d'abonnement à ma chaîne Twitch à Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il sera extrêmement touché. Il pourra utiliser l'emote perso Poupou. Et je suis sûr que quelque part Jean-Luc Mélenchon, ça le touche beaucoup. Bref, les Young Bucks décident de tourner le dos à Kenny Omega alors que c'est l'élite, quoi. Le groupe The Elite, à la base, c'est Kenny Omega et les Young Bucks. Le groupe qui est pratiquement à l'origine de AEW, c'est Kenny Omega et les Young Bucks. Là, ça fait vraiment... c'est un gros truc, quoi. Il vient de se passer un gros truc. Il vient de se passer un gros moment. Je crois que je ne vois pas le chat parce que je vois que vous êtes relativement actif en termes de follow et tout ça, mais je ne vois pas de chat. Donc, je pense que ça bug. Excusez-moi, du coup, si je ne réagis pas. Ensuite, on a une interview de... Schiavone allait interviewer Sting et Darby Allin. Darby dit qu'il a gagné le titre en novembre dernier et que depuis, il l'a défendu 3 fois. Les gens commencent à applaudir. Moi, je me dis, ouais, c'est vrai que, bon, il a quand même réussi à défendre son titre 3 fois. Il a quand même prouvé qu'il était un champion. Il voulait dire l'inverse. Il voulait dire qu'il n'a pas défendu le titre assez souvent. Sauf que moi, je suis sur le rythme WWE, si tu veux. Si tu défends ton titre 3 fois en 5 mois, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a certains champions qui le défendent 5 fois en un an. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc, Darby Allin lance un Open Challenge aux membres du Dark Order. Il dit spécifiquement Open Challenge à tous les membres du Dark Order en hommage au meilleur champion TNT de l'histoire de AEW. Donc, il fait évidemment référence à Brody Lee. D'ailleurs, j'adore ça. Il a juste dit le meilleur champion de TNT de l'histoire de AEW. Et le public a chanté Brody, Brody. Il a même pas eu besoin de dire qui c'était. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment très, 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 très classe. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, Brody Lee est un catcheur qui est décédé en décembre dernier. Alors qu'il venait de signer à AEW. Enfin, qui venait de signer l'année même. Il avait signé à AEW en 2020, début 2020. Sting et Darby, non pas Sting et Darby, juste Darby. Darby Allin se fait interrompre par Lance Archer qui en a marre que ce soit toujours à Sting de parler que maintenant il va se servir sur le temps de Sting. Et Jake Roberts fait une menace à Sting vraiment à peine déguisée, quoi. Il dit à Sting qu'il va mériter ce qui va lui arriver dans la gueule. Il dit ok, très bien. Merci beaucoup Flashlight 1 d'avoir offert un abonnement à Burt Alvarez. Et ensuite, au moment où Schiavone reprend la parole, il se fait interrompre par la Team Taz. Et là, je me dis, oh non, non, pitié. Ça fait des mois que cette histoire dure. Enfin, on passe à autre chose et vous êtes encore là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de vous? Heureusement, ça a très bien fini. Brian Cage a pris le micro des mains de Taz en disant « Attends Taz, c'est pas à toi de parler parce que j'ai quelque chose à dire à Sting et je vais lui dire en face. » Et Cage se met juste en face de Sting et lui dit ouais, ça fait des mois que tu mets ton nez dans nos affaires, ça fait des mois que tu t'occupes de ce qui nous regarde et ça s'est terminé dans un street fight et tu veux que je te dise je te respecte. » Et contrairement à ce que dit Ricky Starks, un autre membre de la Team Taz, contrairement à ce que dit Ricky Starks, que tu utilises ta batte ou non, tu es The Icon, qui est l'icône, qui est comment dirais-je, le titre, on va dire ça comme ça, de Sting. Après ça, il se fait engueuler par la Team Taz qui lui dit non mais t'es malade, pourquoi tu lui dis ça et tout, et Brian Cage se barre en ignorant ses comparses, et Sting et Darby Allin se barrent. Sting n'a rien dit du tout. C'était cool. C'était cool pour deux choses. D'une part, j'ai très hâte de voir un match Lance Archer contre Darby Allin. Et d'autre part, un face turn de Brian Cage, c'est peut-être une bonne idée. Parce que ça commence un peu à stagner, quoi, le Brian Cage dans la Team Taz. C'est bien, c'est une bonne idée de faire bouger les pions. C'est pour ça que j'ai mis un B+, c'est parce que c'est un bon segment qui a eu deux bonnes idées. Donc c'est vraiment cool. Parlant de bonnes idées, ensuite on a eu un truc de merde. Scorpio Sky qui fait une promo très maladroite où il dit que ça fait très longtemps qu'il attend son moment
et quand il croit que ça va être son moment, en fait, c'est pas vraiment son moment à lui. C'est pas pour lui, c'est pour Darby. Et AEW joue souvent avec cette limite entre on est dans le kayfabe, on n'est pas dans le kayfabe. Donc on est dans le scénario, on n'est pas dans le scénario, on parle pour de vrai, on parle pas pour de vrai. Et là, Scorpio Sky dit ouais, je pensais que ça allait être à mon tour de briller, mais en fait, c'était pas mon tour, c'était au tour de Darby Allin. Je dis, mec, si t'es un catcheur, c'était ton tour de briller, t'as eu un match, t'as perdu, c'est de ta faute. C'est pas la faute des décisionnaires si t'as perdu ton match. En fait, les décisionnaires, ils t'ont mis d'emblée dans un match qualificatif que tu as gagné. Et même si on est hors kayfabe, les décisionnaires ont décidé que t'allais gagner. Bref, t'es mis en avant aussi. Ça fonctionnait à aucun niveau. Très maladroit et ça fonctionnait à aucun niveau. Donc j'ai mis un C-. Ensuite, on a eu Rey Fenix contre Angelico. Rey Fenix a tué Angelico. J'ai mis un C. Ensuite, Alex Marvez, l'intervieweur que vous voyez tout à gauche, interrompt Miro pendant qu'il est en train de faire des pull-ups. Il refuse le match proposé par Chuck Taylor et Orange Cassidy la semaine dernière, mais Kip Sabian dit, écoute, toi t'en as peut-être fini avec Chuck Taylor et Orange Cassidy, mais moi j'en ai pas fini, ils ont ruiné mon mariage, bordel de merde, un segment plus tôt dans l'année, ils ont ruiné mon mariage, et en plus, là, dans le match qu'ils ont eu à Révolution, Miro a quand même poussé Penelope Ford, donc la mariée, la nouvelle mariée la nouvelle mariée, la jeune mariée, quoi, la mariée récemment mariée de Kip Sabian, et que bon, bah, quand même, ce serait bien qu'ils en parlent. Et Miro dit que une fois que la cloche sonne, il s'en fout de Kip Sabian, il s'en fout de sa femme, il s'en fout de sa famille, il s'en fout même de son adversaire. Ce qui l'intéresse, c'est la destinée. Sa destinée de devenir champion mondial à AEW. J'adore cette version de Miro. J'ai mis un B-. Le moins, c'est parce que la pique à la WWE, c'était pas nécessaire. C'est-à-dire que au milieu du segment, il dit à Kip Sabian, crois-moi, crois en mon expérience, le dernier truc que tu veux, le truc qui va pourrir ta carrière, c'est d'avoir ta femme aux abords du ring. Alors, c'est un clin d'œil au fait qu'effectivement, quand il catchait à la WWE, sa femme, sa vraie femme dans le monde réel, Lana, était aux abords du ring, que souvent, ça lui portait la poisse. Mais, vous voyez, c'est une petite pique comique, et là, je me dis, c'était pas le moment. C'était pas le moment de faire une pique comique. J'aime beaucoup les piques entre la WWE et AEW, mais là, c'était mauvais timing. Mauvais timing. Il y a des moments où faut être drôle, il y a des moments où faut pas. Et là, fallait pas. C'est pour ça que j'ai mis un B-. Ensuite, on est avec le Dark Order pour savoir qui va affronter Darby Allin la semaine prochaine pour le titre TNT. Quand Alex Marvez demande qui va s'en occuper, il y a Negative One, le fils de Brody Lee, donc gamin de 9 ans qui a perdu son père en décembre dernier. Negative One qui dit que ça va être lui. Evil Uno, le gars masqué que vous voyez, ils sont tous masqués, enfin ils sont presque tous masqués, le gars masqué que vous voyez à droite, dit attends, peut-être dans une petite décennie, pour l'instant t'as 9 ans bonhomme, on va pas te mettre dans un match de championnat maintenant. Et donc Evil Uno dit bon, du coup qui ça sera? Et je trouve ça très mignon parce qu'ils lèvent tous la main, sauf Alex Reynolds qui dit pourquoi pas John, parce qu'ils sont partenaires par équipe, lui et John. Et je trouve ça vraiment adorable que Alex Reynolds soit le seul à se dire mon partenaire par équipe, il mérite un match. Et ils sont tous d'accord, ils sont tous contents pour John. Je sais pas comment ils ont rendu le Dark Order adorable, mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est vraiment cool. C'est vraiment très cool. Donc voilà, je lui ai mis un B. Je vois que ça s'agite pas mal sur le chat. Je sens que je rate des trucs. Je suis désolé, mais je dois continuer. Ensuite, j'ai pas pris d'image. On voit le Pinacle revendiquer la loge de l'Inner Circle. Ils enlèvent l'affiche Inner Circle sur la loge de la dite faction pour mettre leur image à eux. Et ensuite, on a eu le match de la soirée, le match de la semaine, un candidat au match de l'année. Je le dis, je le pense. Le premier main event féminin de l'histoire de AEW, Britt Baker contre Thunder Rosa. Dans un lights out match. C'est-à-dire un match où AEW se porte,
ne peut pas être jugé responsable de ce qui se passe dans le match. C'est-à-dire, le show est terminé avant le match. Ensuite, il y a le match, mais ça fait plus partie du show, ça fait plus partie des trucs qu'ils ont organisés. Ça les concerne plus. C'est une stipulation un peu, comment dirais-je, un peu... C'est un peu maladroit, quoi. C'est un peu... si vous l'organisez pas, qu'est-ce que vous faites encore là? Pourquoi c'est vos arbitres qui officient le match? Enfin voilà, il y a plein de... Mais c'est pour le spectacle, c'est pour dire, là, il peut se passer n'importe quoi. Voilà. Et il se passe pas mal n'importe quoi, hein. Les deux femmes se défoncent la gueule, hein, j'ai envie de vous le dire comme ça. Dès le début du match, Rebel, qui est l'assistante de Britt Baker, met un coup de béquille à Thunder Rosa. Elle le sent pas trop. Normal, Rebel n'est pas une catcheuse dans cette histoire-là. De profession, c'est une catcheuse, mais dans l'histoire, c'est pas une catcheuse. À AEW, c'est pas une catcheuse. Donc Thunder Rosa sent pas trop le coup, mais ça la distrait suffisamment pour que Britt Baker prenne l'avantage, lui fasse un air crash sur la rampe à l'extérieur du ring. Hikaru Shida regarde le match, Jade Cargill regarde le match aussi, donc ça nous rappelle qu'il y a une division féminine qui est là, qui peut exister. C'est cool parce qu'ils ont vraiment besoin de ça, ils ont vraiment besoin de reconstruire leur division féminine. Et quelle plateforme pour reconstruire leur division, ce match était vraiment exceptionnel. Britt Baker a fait un stomp sur la tête de Rosa sur les escaliers à l'extérieur du ring. Ça a ouvert la tronche de Rosa qui a pissé le sang pendant tout le match. Mais Rosa s'en est vengée en faisant un dropkick. Dropkick, c'est quand tu cours, tu sautes les deux pieds devant. Comment dirais-je, un coup de pied, un coup de pied sauté, quoi, on va appeler ça comme ça. Dropkick sur une échelle qui était posée à l'horizontale dans le coin avec la tête de Britt Baker de l'autre côté de la dite échelle posée dans le coin. Donc, voilà, comme ça. Ce qui a ouvert la gueule de Britt Baker qui a saigné, mais c'est pas raté, hein. Elle s'est pas ratée. Donc voilà, Britt Baker a pissé le sang pendant toute la fin du match aussi. J'ai écrit plusieurs spots, mais on va aller à l'essentiel. Thunder Rosa a fait un avalanche Death Valley Driver sur une échelle. Enfin, du coup, elle est sautée du coin avec Britt Baker sur ses épaules en faisant tomber Britt Baker comme ça sur l'échelle dans le ring. Aïe! Vers la fin du match, Rebel donne des punaises à Britt Baker, des vraies punaises de bureau, qui les étale sur le ring. Alors, ce que j'aime pas quand ils font ça, c'est que quand Rebel donne un sachet à Britt Baker, on sait que c'est des punaises. Tout le monde sait que c'est des punaises. Ça fait depuis les années 90 que c'est des punaises. Tout le monde sait ce qu'il y a dans ce petit sac. Et les commentateurs, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va frapper Thunder Rosa avec ce sac. Peut-être, on ne sait pas. Non, c'est des punaises, les gars. Et si c'est quoi que ce soit d'autre que des punaises, ça va être décevant. Donc c'est des punaises. Donc ils mettent les punaises. Enfin, Britt Baker met les punaises par terre. Et là, direct, ça introduit une tension, quoi. Ça introduit qui va tomber dedans. Tout ce qui se passe autour des punaises, du coup, ça devient... ça devient très tendu. Et puis en plus, elle joue avec, quoi. Elle joue avec cette tension, elle joue avec le fait que... elle menace de faire des prises, et puis les prises ne se font pas, jusqu'à ce que Thunder Rosa mette un powerbomb dans les punaises. Le powerbomb, c'est vraiment la prise où tu tombes le dos, le premier, à plat sur les punaises, et tu... En plus, après, tu vois les punaises plantées dans le dos de Britt Baker, c'est... Aïe! Aïe! Tu sais, les fois où tu te dis, tiens, je regarderais bien ce que ça fait d'être dans un ring comme ça pour rigoler, peut-être que je pourrais avoir un match, et bah des fois tu vois ça, il y a des trucs comme ça, genre ça, ou le match Walter contre Ilya Dragunov, ça te fait dire, non! Non! Pourquoi? Plus, Britt Baker, elle est dentiste dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'elle est dentiste et catcheuse. Elle fait vraiment ça parce qu'elle aime ça, quoi. Elle a pas besoin de l'argent. C'est un choix. Ensuite quoi? Rebel essaye encore une fois d'intervenir et Thunder Rosa lui fait un dropkick qui fait que Rebel tombe à travers une table. Britt Baker réussit à porter son lockjaw, sa prise de soumission, où globalement elles sont toutes les deux allongées par terre, elle bloque un bras de son adversaire comme ça, puis elle lui écarte la mâchoire inférieure comme ça. Rosa réussit à s'en sortir en roulant en arrière, ce qui fait qu'elles roulent toutes les deux dans les punaises. C'est presque pire, parce que le powerbomb, c'est tu te dis, il y a l'impact et puis c'est fini. Rouler dedans, ça fait vraiment... Ça doit... Mais elles ont dû douiller, elles ont dû tellement douiller. Et enfin,
Thunder Rosa a porté... Alors, je crois que Schiavone appelait ça un Fire Thunder Driver, je crois. Je suis pas sûr. Sur Baker. Depuis les abords du ring, à l'extérieur du ring, à travers une table. Le carnage. Le carnage. Et c'est sûr que... c'est sûr que la division féminine de AEW peut faire ce genre de choses. L'histoire a été construite depuis des mois. C'est un paiement parfait à cette histoire-là. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est que Jim Ross, aux commentaires, disait « Et vous vous rendez compte que ce sont des femmes, vraiment, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Ta gueule ! Ta gueule ! Le match, pourquoi vous s'en fout que ce soit des femmes. C'est trop cool, le match. Non, on s'en fout pas que ce soit des femmes. C'est ça le truc. C'est que c'est bien que ce soit des femmes, faut pas le dire. Faut juste apprécier le match. C'est... Et la raison pour laquelle je suis pas allé à S, parce que vraiment, elles ont posé une plateforme, quoi. Elles ont vraiment posé un truc pour dire, voilà ce que la division féminine de AEW peut faire. Si vous leur donnez une histoire, si vous leur donnez le temps, si vous leur donnez l'attention, le sérieux qu'elles méritent, voilà ce que ça peut donner la division féminine de AEW. C'est pas normal que on ait des matchs. C'est pas normal que la semaine prochaine on ait Tay Conti contre Nyla Rose. Il n'y a rien à gagner, personne n'a rien à faire, ça construit rien, c'est pas normal. Ça a vraiment été un match important, je dirais, pour la division féminine à AEW. Parce que ça a été un match exceptionnel. Je vais dire toujours confondu, j'ai pas besoin de le dire, ça a été un match exceptionnel. En plus de ça, c'est un message. Et je trouve ça vraiment trop cool. Le truc qui me retient de mettre un S, c'est d'une part ça, d'une part Jim Ross. Oh là là, vraiment, c'est un des matchs les plus impressionnants que j'ai vu. Non, comment il a dit ? J'ai jamais vu deux femmes. J'ai jamais vu deux femmes s'affronter comme ça. Enfin, deux femmes ou deux hommes ou deux qui que ce soit s'affronter. Et l'autre truc qui me retient de mettre un S aussi, c'est une plateforme, je suis pas suffisamment confiant en AEW pour qu'ils en fassent quelque chose derrière. Plusieurs fois, je me suis dit, ça y est, ils ont trouvé le rythme avec leur division féminine, et à chaque fois, j'ai été déçu. À chaque fois, on est retourné à des matchs insignifiants, entre d'excellentes catcheuses. Nyla Rose est une très bonne catcheuse, Tay Conti est excellente, vraiment excellente, mais le match qu'on aura la semaine prochaine ne débouchera probablement sur rien. Enfin voilà, elles sont bloquées quoi à AEW, alors que là elles viennent de prouver que elles peuvent ne pas l'être, elles peuvent ne pas être bloquées. Du coup c'est compliqué, on va dire ça comme ça. Du coup c'est compliqué, mais match exceptionnel, vraiment match exceptionnel. Si vous avez l'occasion, voyez-le. Pour l'instant, mes 4 candidats au match de l'année, on est en mars, il va y en avoir encore d'autres, mais voilà, mes 4 candidats au match de l'année sont Jungle Boy contre Dax Harwood à Dynamite, ce match-là, Britt Baker contre Thunder Rosa à Dynamite, Kaylee Ray contre Meiko Satomura à NXT UK, et Pete Dunne contre Finn Balor à NXT TakeOver Vengeance Day. Voilà, pour moi c'est les meilleurs matchs qu'on a eu cette année pour l'instant. Mais on a encore plein d'événements à venir, on a encore plein d'émissions et plein de PPV, donc ça a le temps d'évoluer. Je vois sur le chat qu'on dit « Et on voit pas la championne ». La championne n'était pas dans le public. Crucialement. Parce qu'il y a quelques mois, elle était dans le public et c'était impardonnable. Là, elle regardait le match en coulisses. Ça l'intéresse. La division féminine regarde le match. C'est plus qu'important, c'est primordial. Ça veut dire que les femmes de AEW sont investies dans leur division. Je sais qu'elles le sont dans la vraie vie, je veux dire, on nous montre qu'elles le sont. Les personnages le sont. Ce qu'on nous montre, c'est voilà, la représentation, quoi. La représentation, c'est important. Teskzork me dit bonjour, je suis en retard pour NXT. Est-ce qu'on sait si Wade Barrett recatchera la WWE et s'il restera juste commentateur à NXT? Je ne sais pas, il me semble qu'il restera juste commentateur. Concernant AEW Dynamite, Bert Alvarez me dit pour Dynamite, j'ai adoré la promo de l'Apogée, le nom français officiel de The Pinnacle.
Comment ça, officiel? Sinon, épisode très moyen, j'ai trouvé. Bonne journée à toi. C'est très con de pas les appeler le pinacle, parce que c'est un mot qui a exactement la même signification en français. Donc je vais continuer à les appeler le pinacle. Buiggs me dit, salut Lynx, ce serait pas pour installer la feud entre eux? Je pense pas que ce sera le dernier combat entre Cody et Penta El Cerro Miedo. Ouais, peut-être. À ce moment-là, c'est con de commencer par un match, quoi. Parce que du coup, ça revient à commencer par la conclusion, quoi. C'est un peu dommage. Peut-être, je sais pas. Uran me dit, maintenant qu'ils se sont séparés de Kenny Omega et les Good Brothers, penses-tu que les Young Bucks vont tenter de réparer les pots cassés avec Hangman Page, mais sans succès? Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que je pense que Hangman Page avait un problème avec les Bucks, pas vraiment avec The Elite. Donc ça m'étonnerait. Robbie Kenway me dit, Hello Link, comment tu vas bien? Un petit glouglou, je viens d'en faire un, soyons raisonnables. Voici ma question. Est-ce qu'Omega a réagi in-ring par rapport à la fin de son match de Révolution, ou alors il a fait genre de rien? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Si tu veux dire dans le kayfabe, ils ont plus ou moins expliqué que ils n'allaient pas donner une réponse claire sur si c'était voulu ou pas, que ça explose ou non, mais que dans les deux cas, que ça explose ou que ça explose pas, ils avaient ce qu'ils voulaient, donc de toute façon, ils étaient contents. Voilà. Je dis il au pluriel parce que c'est surtout Don Callis qui parle, mais voilà, c'est la position officielle de Kenny Omega. Flash Knight 1, salut Lynx, penses-tu que Moxley et Kingston vont finir par devenir une vraie équipe et gagner les titres par équipe dans le futur? Non, je ne pense pas. Nokomi dit, petite question, enfin 2, est-ce que Scorpio Sky est encore dans SCU ou non? Je sais pas. Je suis tenté de te dire non. Mais il en est jamais sorti, donc je sais pas. Et pourquoi Christian est apparu au Royal Rumble pour finalement partir à AEW? J'imagine que il savait qu'il pouvait revenir, il a décidé de revenir à la WWE, ils lui ont proposé un contrat vraiment qui l'avantageait pas, ça l'a saoulé, il est parti. C'est-à-dire qu'il voulait revenir à la WWE et la WWE a merdé en le prenant pour acquis. Et du coup, Christian a fini par se dire bon bah tant pis, je vais aller à AEW. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Holy Cow me dit bonjour Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien. Je voudrais savoir quel est ton avis si AEW bookerait. Waouh, si AEW bookerait. Ah là 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 là. Je voudrais savoir quel est ton avis si AEW bookait de façon cohérente ou bien un fan fantasy booking un match Ethan Page contre Adam Page. Ethan Page, je sais pas qui c'est, donc je m'en fous un peu. Arbitré par Diamond Dallas Page, DDP et un match entre Christian Cage contre Brian Cage dans un match en cage. Parce que c'est le même mot. Je sais pas comment réagir à ta question parce que tu as commencé en me disant si AEW bookerait de façon cohérente ou bien un fan fantasy booking et je comprends pas ce que tu veux dire. Peut-être que ça arrivera et à ce moment-là on sera tous morts de rire. Peut-être que ça arrivera. Bert Alvarez, ce que je voulais dire avant par rapport à la suranalyse, c'est que justement ça fait du bien de voir quelqu'un qui cherche pas autant à analyser que moi, parce que ça me remettre mes avis en question. C'est toujours une bonne chose, petite précision. Un unsanctioned match permet aussi à AEW de rejeter toute responsabilité, c'est-à-dire que TNT peuvent pas leur tomber dessus, ça marche légalement. Ouais, d'accord. Dark Angel 1300 me dit Rollings, as-tu vu le discours de Kingston pendant le show en hommage à Brody Lee? Oui, je l'ai vu. C'était très très mignon et quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'un jour il faudrait qu'Eddie Kingston devienne babyface. Je suis pas déçu. Holy cow me dit Rollings. Autre question. Tu penses que Page devrait être dans le match aussi? Rollins, autre question. Quelle autre stipulation de match que la WWE utilise ou abuse souvent, ou d'autres fédérations utilisent, aimerais-tu voir à AEW? J'aimerais bien voir la version AEW d'un Inferno match. Ça peut être cool. Ça pourrait être très cool, je pense. Je sais pas. Je réfléchissais. L'Elimination Chamber, c'est tellement WWE que c'est une mauvaise idée. Mais un Inferno match, ça peut être cool. Ou un Buried Alive match, mais moins. Un Inferno match, il y a tout le côté spectacle. Je pense que ça pourrait être très sympa. Concernant le catch en général à présent, TV Bobby me dit bonjour. Maintenant que j'y pense, il est vrai qu'aucune fédération, à ma connaissance, n'évoque la Covid-19. Aurais-tu une idée de la cause pour laquelle ils n'en parlent jamais? À mon avis, c'est parce que les Américains recherchent dans leur programme de divertissement quelque chose qui les éloigne du monde réel. Et je pense que, à mon avis,
C'est pour ça que, parce que tu vois, je suis quelqu'un de très analytique, comme ça j'arrive à faire le lien entre les choses, que c'est pour ça qu'il ne l'évoque pas. Si jamais tu as d'autres questions auxquelles on m'a déjà donné la réponse, n'hésite pas à me la poser. Xopawawawa me dit coucou Links, tu fais toujours du contenu très très chouette, merci beaucoup à toi. Pour le récap d'Euro, je suis arrivé en retard, donc je ne sais pas si tu l'as dit, mais le titre du live, est-ce que c'est une référence à Retour vers le futur 2? Bien sûr que c'en est une. Noémie GSFR me transmet un message de Nico GSBR. Ah, mais du coup, est-ce qu'il y a un combat entre vous, entre les GSFR et les GSBR? Bonjour Lynx, est-ce que tu as vu l'émission de Wrestling Clinic sur le match entre Reigns et Edge à WrestleMania 37? Non. En gros, ils disent qu'ils pensent qu'il y aura un retournement de public contre Edge et que Reigns recevra la pop de sa vie. Qu'en penses-tu? Non. Non. Je pense que le public sera à fond derrière Edge et à fond derrière Reigns. Un retournement du public contre Edge, non mais il n'y a aucune chance. En plus, le public revient, quoi. Ils vont être pour presque tout le monde. Le seul qui va se faire huer, c'est Corbin. Azurzel me dit « Salut Lynx, je suis nouvelle au catch et suis tes vidéos avec plaisir. Merci à toi de partager ta passion. Merci à toi de me suivre alors que tu t'y connais peu. Ça fait vraiment plaisir. » Je me demandais, puisque l'issue des matchs est décidée en avance, comment sont décidés les parcours carrière des combattants? Attends, ça dépend de leur performance et de l'intérêt du public. Pour se mettre au catch, je te recommande de ne pas commencer par NXT, mais plutôt la WWE, c'est bien ça? Alors, NXT fait partie de la WWE, mais c'est un cas particulier au sein de la WWE. Moi, je te recommande de commencer par SmackDown. C'est l'émission la plus vanilla, quoi, la plus facile, la plus accessible à... qu'est-ce que c'est le catch? Bloom. Parce que si tu commences par NXT, ça peut être plus compliqué. Si tu commences par AEW, ça va être le bordel. Tu vas avoir 250 catcheurs en face de toi, ils vont pas te dire lesquels sont importants. Parce que pour eux, tout le monde est important. Donc moi, je serais toi, je commencerai par SmackDown. Ensuite, l'issue des matchs est décidée en avance. Les parcours et les carrières, ça dépend de ton comportement en coulisses, ça dépend de ce que tu sais faire, ça dépend de ce que tu proposes, ça dépend de ce que tu apportes sur la table, ça dépend aussi de l'intérêt du public. Ça dépend de beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est comment dirais-je, c'est les gens qui organisent la WWE qui décident qui gagne, qui décident qui est un grand champion. Maintenant, il faut que tu leur prouves que tu peux être un grand champion, il faut que tu leur prouves que tu peux faire des promos au micro qui vont investir le public. Il faut que tu leur prouves que qu'ils peuvent compter sur toi, que tu vas pas te mettre en danger ta santé de façon irresponsable. Faut que tu vois, il y a plusieurs éléments qui dépendent quand même de toi. Mais au bout du compte, c'est toujours les bookers, quoi, les organisateurs qui décident. Et du coup, le parcours, bah, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, vous voyez, le cas de The Miz, c'est un cas très particulier parce que le personnage nous est vraiment présenté comme un gars qui est pas au niveau des meilleurs, mais qui est fourbe et qui du coup peut réussir à se hisser avec des manipulations jusqu'à... il peut se faire passer pour un des meilleurs alors que tout le monde le sait qu'il ne l'est pas. Mais c'est un catcheur qui a 17 ans de carrière maintenant, enfin qui a une carrière très impressionnante, qui est resté à la WWE pendant très longtemps. Et du coup, les gens, quand il est devenu champion de la WWE, plutôt dans l'année, les gens disaient qu'il méritait d'être champion. Alors que tu vois, pas du tout. C'est l'espèce de dichotomie qu'il y a dans le catch, c'est que la personne, Mike Mizanin, donc son vrai nom, qui incarne The Miz, mérite d'avoir des histoires, mérite de catcher, mérite que la WWE soit au petit soin pour lui, quoi. Mérite que la WWE prenne soin de lui parce qu'il s'est vachement investi dans la compagnie, il s'est vachement, il a prouvé qu'il pouvait être là, il a prouvé qu'il était polyvalent, il mérite d'être choyé, on va dire ça comme ça. Mais être champion, c'est pas un truc du monde réel, c'est un truc dans le kayfabe. C'est comme si tu disais Andy Serkis, c'est un très bon acteur, il mérite de récupérer l'anneau unique. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, voilà. Il y a eu une petite déconnexion là entre qu'est-ce qui fait effectivement un bon catcheur et qu'est-ce qui fait un bon catcheur dans le sens personnage de catch. Voilà.
J'espère que j'ai répondu de façon claire à ta question. J'ai jamais l'impression d'être très clair quand je parle de ce genre de choses, mais voilà. Bélias42 me dit bonjour Link, comment ça va? Ça va très bien, merci. Évidemment, je ne souhaite du mal à personne, mais c'est toujours les meilleures phrases qui commencent comme ça. Évidemment, je suis pas raciste. Pip. Évidemment, je ne souhaite du mal à personne. Tant mieux, ton message s'arrête là. Icar713. Mais penses-tu que CM Punk avait raison à l'époque quand il a dit que la WWE ira mieux quand Vince McMahon ne sera plus là? Non, je pense que CM Punk a tendance à être un connard. D'ailleurs, c'est dans son pseudo. Je sais pas pourquoi les gens adorent ce mec alors que littéralement son pseudo c'est CM Connard. Est-ce que la WWE se portera mieux sans Vince McMahon? Pas forcément, et même, faut pas oublier que s'il y a une WWE, si on connaît la WWE aujourd'hui, c'est grâce à Vince McMahon. Donc, c'est-à-dire que Stone Cold, on le doit à Vince McMahon. The Rock, on le doit à Vince McMahon. L'Undertaker, on le doit à Vince McMahon. John Cena, on le doit à Vince McMahon. Tous nos bons souvenirs de la WWE, à moins que vous soyez vraiment très vieux, tous nos bons souvenirs de la WWE, c'est des trucs qui ont été au minimum avalisés par Vince McMahon. C'est un truc qu'il faut pas zapper. Icar713 me dit bonjour Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et si vous me sortez oui mais aujourd'hui il est plus comment dirais-je, il est plus conscient de ce qui se fait, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. D'une part, je suis pas sûr. C'est-à-dire que quand ils ont décidé de mettre le titre 24/7 sur Bad Bunny, moi je savais pas qui c'était Bad Bunny. Donc Vince McMahon, il a l'air d'être plus au courant d'au moins du monde de la musique que moi. Bref. J'ai plus envie de parler de ça. Je trouve qu'on considère vraiment tout ce qu'a fait Vince McMahon comme acquis. C'est ça que j'essaye de dire. Icar713 me dit bonjour, comment vas-tu? Ça va, merci. Je me demande s'il existe du catch non scénarisé, c'est-à-dire vraiment le même sport avec la même esthétique, les mêmes prises, tout ça. Les prises ne fonctionneraient pas si c'était pas scénarisé. Mais où rien n'est prévu à l'avance et où le but de chaque catcheur est de gagner plus que de divertir, comme dans tous les autres sports de combat finalement. Merci à toi et bon après-midi. J'ai envie de dire, regarde des MMA, hein. C'est un peu ça. C'est un peu cette idée-là, si j'ai bien compris ce que c'est. Maintenant, ça m'intéresse pas beaucoup, donc... The Quadraplus me dit « Hey, salut Lynx. Après ce que t'as dit mardi, j'ai décidé de regarder Talking Smack. Je regardais pas parce que je pensais qu'il s'y passait rien d'important, mais Paul Heyman a dit tellement de trucs qui font avancer différentes histoires, je me demande à côté de quoi je suis passé depuis tout ce temps sans regarder. » Le gros problème de Talking Smack et de Raw Talk, les talk shows qui ont lieu après Raw et après SmackDown, c'est qu'ils sont... ils ont pas d'impact direct sur Raw et sur SmackDown. Comme s'ils faisaient pas partie du même canon quoi, que Raw et SmackDown. Du coup, il s'y passe énormément de choses, mais tu sais pas ce qui va avoir effectivement un impact. Et pour moi, c'est vraiment le problème de ces émissions-là, alors qu'elles sont vraiment très très bonnes. Notamment grâce à Paul Heyman à Talking Smack. Romain Rich me dit salut Lynx, comment ça va? Ça va très bien. Quel est ton pronostic pour le match Alexa Bliss contre Randy Orton à Fastlane? Tu me tends une super perche. On fait les pronostics de Fastlane dimanche midi. Donc si tu veux connaître mon opinion, sois là dimanche midi ou regarde le replay sur la chaîne Lynx Catch. Ange DP me dit rebonjour Lynx. Quelle est ta meilleure équipe à la AEW et à la WWE? Jurassic Express et à la WWE c'est pas facile parce que elles passent toutes pour des cons les équipes à la WWE. Je vais te répondre le New Day. Parce que comme la WWE, quand je ne sais pas quoi répondre en termes d'équipe, j'envoie le New Day. MCopFun me dit « Bonjour Lynx, j'ai besoin d'un conseil. Ma copine commence à s'intéresser aussi au catch, notamment via les matchs féminins. Je trouve ça super de pouvoir commencer à partager cette passion avec elle. Quel match conseillerais-tu de montrer à une Regal comme elle pour lui faire découvrir la discipline? Je lui ai déjà montré Satomura contre Kaylee Ray, mais j'aurais besoin d'autres idées. Peut-être le Last Woman Standing match Lynch contre Charlotte à Evolution il y a 2 ans. Tu peux lui montrer toute la carte de Evolution, parce que c'était vraiment un bon PPV. Le main event entre Ronda Rousey et Nikki Bella était largement meilleur que ce qu'on lui que ce qu'on dit de lui. Essaye de prendre la température sur une fois qu'elle aura vu le Last Woman Standing match, vois si elle considère que c'est trop violent. Si elle considère pas que c'est trop violent, essaye de lui montrer Thunder Rosa contre Britt Baker pour lui montrer plus détendu quoi de style de match.
Ou un Royal Rumble, ça peut être excellent de lui montrer un Royal Rumble, parce que le Royal Rumble, c'est vraiment l'événement, le meilleur événement de l'année. Et je pense que cette année, on a eu le meilleur Rumble féminin depuis qu'ils ont créé le Rumble féminin. Remarque, il y a 2 ans, c'est Becky Lynch qui l'a gagné, c'était vraiment cool aussi. Peut-être celui d'il y a 2 ans, alors. Je sais pas. Soit 2021, soit 2019. Un des deux. Swifty me dit « Salut Lynx, comment ça va? Ça va très bien, merci. Que penses-tu d'une storyline qui non seulement prendrait en compte la Covid, mais surtout en ferait l'élément central? Par exemple, une très mauvaise idée, par exemple, un bully comme Shane McMahon qui se fout de la gueule de Strowman, parce que se foutre de la figure, ça va pas, qui aurait chopé le virus, vrai ou pas, peu importe, et Strowman revient pour lui casser la gueule. C'est un exemple, je précise. Possiblement bien, selon toi, une pensée pour Sturry au passage revient plus fort. Ah, Sturry va pas bien? Bah, une pensée pour Sturry. Je sais pas pourquoi, mais revient plus fort, Sturry. C'est une très mauvaise idée, c'est vraiment une très très grosse idée de merde. Ce serait catastrophique et de très mauvais goût. Voilà, je pense ça. LLAP Lord me dit un sujet en rapport avec le catch dont tu aimerais bientôt parler sur ta chaîne principale. C'est pas prévu, mais pourquoi pas. Wikinema me dit salut Lynx, parlant de women's dans le monde du catch. Oui, parlons de women. Je trouve qu'on parle pas assez de women. C'est incroyable d'ailleurs qu'on n'ait pas de mot français pour les women. On dit il y a les hommes et puis il y a les women. C'est aberrant. Bref, salut Lynx, parlons de women dans le monde du catch. Je voudrais te proposer une story pour le retour de Becky Lynch. Une story pour les women? Très bien, faisons ça. Lors de son comeback, Becky decides de challenger un superstar, du coup, pour le Intercontinental Title ou USA, qui ne sont pas officially attributed, tous les hommes, CF, China. Ça s'écrit avec un C, China. Étant The Man, et avec le style brutal de Becky, elle could avoir une bonne chemistry avec des catcheurs comme The Miz ou Zayn. Il paraît qu'une story un peu équivalente took place à Impact. Du coup, j'ai pas fait gaffe au sens de ce que tu dis. Oui, non, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Pour qu'une catcheuse s'en prenne à des hommes, il faut soit que ce soit motivé par l'histoire, genre un homme la cherche, comme on a eu à NXT UK là, ces dernières semaines, soit une storyline qui peut être très intéressante, mais qui pour moi diminuerait complètement la division féminine, c'est une catcheuse estime que elle n'a pas à se battre avec des femmes parce qu'elle appartient à une autre division. Elle voit les hommes comme un challenge plus intéressant et du coup elle va affronter les hommes. Mais il faut que ce soit une catcheuse dont ce soit le personnage, quoi, si tu veux. Mais je suis pas sûr que ça peut être intéressant si elle bat des hommes et puis elle se fait battre par des hommes jusqu'à ce que une femme arrive et lui dise dis donc, les hommes sont pas forcément mieux que les femmes, et cette catcheuse là arrive à la battre. Et enfin, concernant d'autres sujets, Chérix me dit Yo Lynx, smiley fier de porter un bavoir, qui me dit je suis si fier, mais si fier d'être la pionnière de ce smiley, fier de porter un bavoir. Petite question qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Où as-tu trouvé les supports pour tes pop? J'ai une amie qui en cherche et qui a atteint un certain niveau de désespoir. Smiley extatique. Sinon, je voulais te remercier pour tes lives. C'est un de mes formats préférés. Long, on peut se contenter d'écouter. Et en plus, j'aime bien t'écouter parler, ce qui fait que les lives sont toujours un bonheur. Bisous, baveux. Tu gardes ta bave pour toi, s'il te plaît. Et merci à toi. Et à la base, c'est un cadeau de Jérémy, mais il me semble que tu peux en trouver sur Amazon relativement facilement. Tu cherches support à 3 étages ou support escalier, j'en sais rien. Mais je pense que ça se trouve relativement facilement. Maintenant, en acheter autant, c'est un petit budget. Mais ça peut se trouver relativement facilement, je pense. Et enfin, Swifty me dit Hello Lynx, comptes-tu te servir de ta chaîne Twitch pour parler d'autre chose que le catch, jouer, faire des FAQ, faire des points comme tu le faisais parfois sur YouTube, etc. Oui, d'ailleurs, j'ai fait un live sur Phasmophobia il y a relativement peu longtemps avec Jérémy. Et si l'occasion se refait, je jouerai à d'autres jeux. On verra. On verra ce que l'avenir nous réserve. Faire des FAQ, pourquoi pas. Je soulevais dans le dernier commentaire la possibilité de faire de commenter ensemble le dernier point culture. Donc ça peut se faire. Mais pour l'instant, je suis très pressé parce qu'il faut que je sorte la parenthèse pour la semaine prochaine. Je suis exactement dans la même situation que le mois dernier. Donc pour l'instant, malheureusement, j'ai le temps de rien. Donc voilà. Mais je prends toujours le temps de vous parler de catch le mardi midi, le jeudi midi. Et on se donne rendez-vous samedi midi pour parler de 205 Live, NXT UK. Ne ratez pas le main event. Jordan Devlin va battre Trent Seven et SmackDown. Et Camille se sèche les cheveux.
Et on se donne rendez-vous dimanche midi, effectivement, pour parler des pronostics de Fastlane. Le show le plus prévisible, peut-être, de l'année, peut-être. Le show avant WrestleMania, de toute façon, c'est toujours le show bon. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On se donne rendez-vous donc samedi midi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore pour votre participation. Merci pour votre investissement, votre implication. C'est le mot que je cherche. Et une très bonne fin de journée à vous. Bisous tout le monde.